Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'imagerie cérébrale. Nous allons explorer ensemble les bases de la lecture et de la compréhension des images du cerveau. L'imagerie cérébrale est devenue un outil indispensable en médecine moderne. Elle permet aux médecins de visualiser les structures internes du cerveau de manière non invasive. Nous utiliserons principalement deux modalités d'imagerie, le scanner, aussi appelé tomodensitométrie ou TDM, et l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. L'IRM utilise un champ magnétique puissant et des ondes radio pour créer des images détaillées des tissus mous. Elle offre un excellent contraste pour l'étude du parenchyme cérébral. Voici à quoi ressemble une machine IRM. Le patient est allongé sur une table qui glisse à l'intérieur de l'aimant principal. Les bobines de radiofréquence et de gradient permettent de créer les images. Cette vidéo est conçue pour vous donner une approche progressive et pédagogique, idéale pour les étudiants en médecine, les internes et les professionnels de la santé qui souhaitent maîtriser l'interprétation des images cérébrales. Commençons maintenant notre exploration de l'imagerie cérébrale en étudiant d'abord les repères anatomiques essentiels du cerveau. Avant d'interpréter les images cérébrales, nous devons maîtriser l'anatomie fondamentale du cerveau. Commençons par identifier les principales structures anatomiques. Le cerveau est divisé en 4 lobes principaux, chacun ayant des fonctions spécialisées. Le lobe frontal, en bleu, contrôle les fonctions exécutives et la motricité. Le lobe pariétal, en violet, traite les informations sensorielles et spatiales. Il intègre les sensations tactiles et la proprioception. Le lobe temporal, en jaune, est responsable de l'audition, du langage et de la mémoire. Il contient l'hippocampe, crucial pour la formation des souvenirs. Le lobe occipital, en vert, est dédié au traitement visuel. C'est ici que les informations visuelles sont analysées et interprétées. Le cervelet, structure rouge distincte, coordonne les mouvements et maintient l'équilibre. Sa surface plissée caractéristique augmente sa surface de traitement. Le tronc cérébral connecte le cerveau à la moelle épinière. Il comprend le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien, contrôlant les fonctions vitales. Les ventricules cérébraux forment un système de cavités rempli de liquide céphalorachidien. Ils comprennent les ventricules latéraux, le troisième et le quatrième ventricule. Les sillons et gyrés sont les plis caractéristiques du cortex cérébral. Le sillon central sépare les cortex moteurs et sensitifs, tandis que la scissure de Sylvius délimite le lobe temporal. Une coupe coronale révèle les structures internes profondes. Nous observons le corps calleux, le thalamus, les noyaux gris centraux et l'amygdale, essentiels pour l'interprétation des images. Cette connaissance anatomique constitue la base indispensable pour interpréter correctement les images cérébrales en scanner et IRM. Chaque structure a sa densité et son signal caractéristique. Dans cette section, nous allons explorer les densités normales et pathologiques observées en tomodensitométrie cérébrale. Comprendre ces densités est essentiel pour interpréter correctement les images TDM. Les densités en TDM sont mesurées en unités Hounsfield. Cette échelle va de -1000 pour l'air à plus 3000 pour l'os dense, avec l'eau comme référence à 0. Examinons maintenant les densités normales du cerveau. La matière grise apparaît légèrement plus dense que la matière blanche, créant un contraste naturel qui permet de distinguer les structures anatomiques. Voici une série de coupes axiales TDM normales. Observez la différenciation claire entre la matière grise et la matière blanche, ainsi que la visibilité des ventricules remplis de liquide céphalorachidien. Passons maintenant aux densités pathologiques. Les hémorragies apparaissent hyperdenses, c'est-à-dire plus blanches que le tissu cérébral normal. Les œdèmes et les infarctus sont hypodenses, apparaissant plus sombres. Cette image TDM montre une perte de différenciation entre la matière grise et la matière blanche, indiquée par la flèche. Cette hypodensité suggère un œdème cérébral ou une ischémie. Voici un exemple d'effacement des sillons, un signe important d'œdème cérébral. Comparez les sillons normaux du côté gauche avec l'effacement des sillons du côté droit, qui indique une augmentation de la pression intracrânienne. En résumé, la reconnaissance des densités normales et pathologiques en TDM est fondamentale pour le diagnostic. Les structures hyperdenses, comme les hémorragies, apparaissent blanches, tandis que les zones hypodenses, comme les œdèmes, apparaissent sombres par rapport au tissu cérébral normal.
Les hémorragies cérébrales sont des urgences neurologiques majeures. Sur un scanner cérébral, elles apparaissent caractéristiquement hyperdenses, c'est-à-dire blanches ou très claires. Il existe 4 types principaux d'hémorragie cérébrale, chacun ayant des caractéristiques spécifiques selon sa localisation anatomique. L'hémorragie intraparenchymateuse se situe directement dans le tissu cérébral. Elle apparaît comme une masse hyperdense bien délimitée, souvent de forme arrondie ou ovalaire. L'hémorragie sous-arachnoïdienne se développe dans l'espace sous-arachnoïdien, entre l'arachnoïde et la piémère. Elle suit typiquement les sillons corticaux et les citernes de la base. L'hématome sous-dural se forme entre la dure-mère et l'arachnoïde. Il présente une forme caractéristique en croissant qui épouse la convexité cérébrale et peut provoquer un effet de masse important. L'hématome épidural se situe entre l'os du crâne et la dure-mère. Il présente une forme caractéristique biconvexe ou en lentille, bien délimitée, et constitue une urgence neurochirurgicale absolue. En résumé, la reconnaissance des hémorragies cérébrales repose sur leur aspect hyperdense et leur localisation spécifique. Chaque type présente des caractéristiques morphologiques distinctes qui orientent le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. L'œdème cérébral est un gonflement du tissu cérébral qui apparaît comme une zone hypodense, c'est-à-dire plus foncée sur les images de tomodensitométrie. Il existe 3 types principaux d'œdème cérébral, chacun ayant des mécanismes et des causes différents. Commençons par l'œdème vasogénique. L'œdème vasogénique résulte de la rupture de la barrière hémato-encéphalique. Les principales causes incluent les tumeurs, les abcès, les contusions et l'encéphalite. Le deuxième type est l'œdème cytotoxique, qui se caractérise par un gonflement des cellules cérébrales elles-mêmes, principalement dû à une ischémie ou une hypoxie. Le troisième type est l'œdème interstitiel, causé par l'accumulation de liquide céphalorachidien dans le tissu cérébral, souvent associé à une hydrocéphalie. L'effet de masse est une conséquence importante de l'œdème cérébral. Il s'agit du déplacement des structures cérébrales normales causées par une lésion qui occupe de l'espace. Lorsqu'une lésion avec œdème se développe, elle pousse et déforme les structures adjacentes. Observez comment la ligne médiane se déplace et les ventricules se compriment. Les conséquences de l'effet de masse peuvent être graves, incluant une augmentation de la pression intracrânienne, une compression des structures vitales et, dans les cas sévères, un engagement cérébral. En résumé, l'œdème cérébral apparaît hypodense sur le scanner et peut être vasogénique, cytotoxique ou interstitiel. L'effet de masse qui en résulte peut compromettre les fonctions cérébrales vitales et nécessite une prise en charge urgente. L'ischémie cérébrale représente un manque d'apport sanguin au cerveau, pouvant conduire à un accident vasculaire cérébral. Sa détection précoce sur scanner TDM est cruciale, mais souvent difficile. Les signes précoces d'ischémie incluent l'hypodensité du parenchyme cérébral, visible comme des zones plus sombres sur le scanner. Ces zones correspondent au territoire mal perfusé. L'effacement des sillons corticaux est un autre signe précoce important. Les circonvolutions cérébrales perdent leur relief normal, créant un aspect lisse de la surface cérébrale. Le signe de l'artère cérébrale moyenne hyperdense est un indicateur crucial d'occlusion artérielle. Cette artère apparaît plus blanche que la normale, signalant la présence d'un caillot. L'évolution de l'ischémie peut conduire à un infarctus cérébral étendu. Cette image montre l'évolution d'une ischémie avec une zone d'infarctus importante dans l'hémisphère gauche. La reconnaissance rapide de ces signes d'ischémie est cruciale pour initier un traitement d'urgence. Chaque minute compte dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral ischémique. L'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, représente une révolution dans l'imagerie médicale. Cette technologie utilise des champs magnétiques puissants et des ondes radio pour créer des images détaillées de l'intérieur du corps humain. Contrairement aux scanners qui utilisent des rayons X, l'IRM fonctionne grâce à un principe physique fascinant. Un puissant aimant crée un champ magnétique uniforme, tandis que des bobines de gradient et des antennes radiofréquences permettent de localiser et d'exciter les atomes d'hydrogène présents dans notre corps. L'IRM présente des avantages considérables par rapport au scanner, particulièrement pour l'imagerie cérébrale. Elle offre une résolution supérieure et une excellente visualisation des tissus mous.
permettant de distinguer la substance grise de la substance blanche avec une précision remarquable. Voici des exemples d'images IRM cérébrales. L'image axiale nous montre une coupe horizontale du cerveau, révélant les structures anatomiques avec un contraste naturel exceptionnel. Chaque niveau de gris correspond à un type de tissu différent. L'image coronale offre une vue frontale du cerveau, permettant d'observer les hémisphères cérébraux, les circonvolutions et les structures profondes. Cette perspective est particulièrement utile pour évaluer la symétrie cérébrale et détecter les anomalies structurelles. L'IRM utilise différentes séquences d'acquisition, chacune optimisée pour révéler des aspects spécifiques des tissus cérébraux. Les séquences T1 et T2 sont les plus couramment utilisées, mais il existe aussi des séquences spécialisées comme FLAIR et WI que nous explorerons dans les sections suivantes. L'IRM cérébral est devenu un outil indispensable en neurologie et en neurochirurgie. Sa capacité à fournir des images détaillées sans radiation en fait l'examen de choix pour de nombreuses pathologies cérébrales. Dans les sections suivantes, nous approfondirons chaque type de séquence et leurs applications cliniques spécifiques. Les séquences T1 et T2 constituent les séquences fondamentales de l'imagerie par résonance magnétique. Comprendre leurs différences est essentiel pour interpréter correctement les images cérébrales. Commençons par la séquence T1. En pondération T1, le liquide céphalorachidien apparaît foncé, tandis que la matière blanche apparaît plus claire que la matière grise. Voici un exemple d'image en séquence T1. Observez comme le liquide céphalorachidien dans les ventricules apparaît sombre et la matière blanche présente un signal plus intense que la matière grise. En séquence T2, les contrastes s'inversent. Le liquide céphalorachidien devient hyper intense et apparaît clair, la matière grise est plus claire que la matière blanche. Cette image en séquence T2 montre clairement l'inversion des contrastes. Les ventricules contenant le LCR apparaissent maintenant très clairs, hyper intenses. Cette comparaison montre trois séquences différentes du même patient. À gauche, la séquence T1 avec le LCR foncé, au centre, la séquence T2 avec le LCR clair. Ce tableau résume les différences de signal entre les séquences T1 et T2 pour les principaux tissus cérébraux. Ces contrastes inversés permettent une analyse complémentaire des structures anatomiques. Maîtriser les séquences T1 et T2 est fondamental en imagerie cérébrale. Ces connaissances permettent d'identifier correctement les structures anatomiques et de différencier les tissus normaux des tissus pathologiques. Ces séquences de base constituent également le fondement pour comprendre les séquences plus avancées que nous étudierons dans les sections suivantes. La séquence FLAIR, ou Fluid Attenuated Inversion Recovery, est une technique d'imagerie IRM spécialisée qui améliore considérablement la visualisation des lésions cérébrales. Le principe de FLAIR consiste à supprimer le signal du liquide céphalorachidien. En séquence T2 normale, le LCR apparaît très brillant, ce qui peut masquer les lésions adjacentes. Avec la séquence FLAIR, le signal du LCR est supprimé, apparaissant maintenant foncé. Cela crée un contraste optimal pour détecter les lésions périventriculaires. Voici un exemple d'image FLAIR montrant l'anatomie cérébrale normale. Le liquide céphalorachidien apparaît maintenant foncé, créant un excellent contraste avec les structures cérébrales. On distingue clairement la matière grise avec un signal intermédiaire, la matière blanche plus claire et surtout le LCR supprimé qui apparaît foncé. Les lésions pathologiques apparaîtront en hypersignal brillant. Cette image FLAIR révèle plusieurs petites lésions hyper intenses dans la matière blanche. Ces lésions seraient difficiles à détecter en T2 conventionnel à cause du signal brillant du LCR adjacent. La séquence FLAIR présente de nombreux avantages cliniques. Elle offre une suppression efficace du signal LCR, un meilleur contraste pour les lésions, une sensibilité particulière aux régions périventriculaires et une excellente détection des œdèmes cérébraux. La séquence FLAIR est particulièrement utile pour diagnostiquer la sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux, les encéphalites et toute pathologie inflammatoire ou démyélinisante du système nerveux central. En résumé, FLAIR transforme l'imagerie cérébrale en supprimant le signal du LCR,
révélant ainsi des lésions qui seraient autrement masquées par le liquide céphalorachidien brillant. La séquence DBI, ou imagerie pondérée en diffusion, est une technique IRM révolutionnaire qui mesure les mouvements microscopiques des molécules d'eau dans les tissus cérébraux. Dans un tissu cérébral normal, les molécules d'eau se déplacent librement dans toutes les directions. Ce mouvement aléatoire est appelé diffusion brownienne. Lors d'un accident vasculaire cérébral ischémique, l'apport sanguin est interrompu. Les cellules gonflent et la diffusion des molécules d'eau devient restreinte. La séquence DBUI détecte cette restriction de diffusion. Les zones où la diffusion est restreinte apparaissent en signal élevé, c'est-à-dire blanc ou hyper intense sur les images. Cette sensibilité exceptionnelle fait de la DBUI l'outil de choix pour la détection précoce des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, souvent dans les premières minutes suivant l'événement. Observons maintenant un exemple concret. Cette image montre 3 séquences IRM du même patient, FLAIR, DBI et ADC. Notez les lésions hyperintenses dans les noyaux gris centraux sur la séquence DBI. Sur la séquence FLAIR, les lésions sont peu visibles. En revanche, sur la DBI, elles apparaissent clairement en hypersignal blanc. La carte ADC confirme la restriction de diffusion en montrant un signal sombre aux mêmes endroits. En résumé, la séquence DBI est un outil diagnostique incontournable en neuroimagerie d'urgence. Sa capacité à détecter précocement les restrictions de diffusion en fait l'examen de référence pour le diagnostic rapide des accidents vasculaires cérébraux ischémiques. En IRM, chaque tissu cérébral produit un signal spécifique qui varie selon les séquences utilisées. Comprendre ces signaux est essentiel pour distinguer les structures normales des anomalies pathologiques. Voici les signaux caractéristiques des tissus normaux. La matière grise apparaît en signal intermédiaire, la matière blanche est hyperintense en T1 et hypointense en T2. Le liquide céphalorachidien suit le signal de l'eau et les vaisseaux apparaissent en signal nul sur les 2 séquences. Ces images IRM montrent les 3 plans anatomiques standards. Observez comment les différents tissus présentent des contrastes variables selon les séquences utilisées. Les signaux pathologiques se distinguent des tissus normaux par leurs caractéristiques spécifiques. Les tumeurs présentent souvent un signal variable. Les infections s'accompagnent d'œdèmes et les lésions inflammatoires montrent un signal hyperintense en T2. Voici des exemples d'images IRM montrant les différentes séquences. La séquence T2 à gauche, T1 au centre et la diffusion à droite. Chaque séquence apporte des informations complémentaires pour le diagnostic. Cette image montre l'angiographie par résonance magnétique, où les vaisseaux sanguins apparaissent en hypersignal. Cette technique permet d'évaluer la vascularisation cérébrale sans injection de produits de contraste. En résumé, la reconnaissance des signaux normaux et pathologiques en IRM repose sur la compréhension des propriétés de chaque tissu et l'analyse comparative des différentes séquences. Cette approche systématique permet un diagnostic précis des pathologies cérébrales. L'interprétation des images IRM ne peut jamais se faire de manière isolée. Elle doit toujours être replacée dans le contexte clinique complet du patient pour aboutir à un diagnostic précis et pertinent. Le contexte clinique comprend 3 éléments essentiels: les antécédents médicaux du patient, ses symptômes actuels, et les résultats des autres examens complémentaires déjà réalisés. Prenons un exemple concret. Un patient se présente avec des céphalées soudaines. L'entretien clinique révèle des informations cruciales qui orienteront l'interprétation de l'IRM. Ces informations cliniques orientent immédiatement vers une suspicion d'hémorragie sous-arachnoïdienne. L'IRM sera alors interprété en recherchant spécifiquement les signes de cette pathologie. Le processus d'imagerie médicale suit une séquence logique. De la demande d'examen à l'interprétation, chaque étape doit intégrer les informations cliniques disponibles. L'environnement technique moderne, comme cette salle de scanner, doit être complété par une approche clinique rigoureuse pour optimiser la qualité diagnostique. En résumé, l'interprétation de l'IRM dans son contexte clinique permet de formuler un diagnostic précis et de proposer une prise en charge adaptée aux patients. Cette approche intégrée est la clé d'une médecine de qualité. L'accident vasculaire cérébral, ou AVC,
représente une urgence neurologique majeure qui nécessite une prise en charge immédiate. Chaque minute compte pour préserver le tissu cérébral et limiter les séquelles. L'AVC est la troisième cause de mortalité en France, avec un AVC survenant toutes les 4 minutes. La fenêtre thérapeutique de 4 heures et demie rend le diagnostic rapide crucial. Il existe 2 types principaux d'accidents vasculaires cérébrales, chacun ayant des mécanismes et des traitements différents. Cette distinction est fondamentale pour la prise en charge. L'AVC ischémique représente 85% des cas et résulte de l'occlusion d'une artère cérébrale. L'AVC hémorragique, plus rare avec 15% des cas, est causé par la rupture d'un vaisseau sanguin. Le scanner cérébral est l'examen de première intention aux urgences. Il permet de différencier rapidement un AVC hémorragique qui apparaît hyperdense d'un AVC ischémique qui peut montrer des signes précoces d'hypodensité. L'IRM, et particulièrement la séquence DWI, révolutionne le diagnostic précoce des AVC ischémiques. Elle détecte la restriction de diffusion dans les premières minutes, bien avant l'apparition des signes au scanner, permettant une prise en charge optimale pour la thrombolyse. L'algorithme diagnostique suit une logique précise. Devant toute suspicion d'AVC, le scanner cérébral est réalisé en urgence. Si celui-ci est négatif, mais que la suspicion clinique persiste, l'IRM avec séquence DWI devient indispensable. Le principe fondamental reste temps égale cerveau. En résumé, la prise en charge de l'AVC repose sur un diagnostic rapide et précis. Le scanner reste l'examen de première intention, tandis que l'IRM avec séquence DWI permet une détection précoce cruciale des AVC ischémiques. Un diagnostic rapide améliore considérablement le pronostic du patient. Les hémorragies cérébrales constituent une urgence neurologique majeure nécessitant un diagnostic et une prise en charge rapide. Le scanner cérébral est l'examen de première intention pour détecter et caractériser ces hémorragies. Il existe 4 types principaux d'hémorragie cérébrale selon leur localisation anatomique. Chaque type présente des caractéristiques spécifiques en imagerie et des mécanismes physiopathologiques distincts. Le scanner cérébral sans injection révèle les hémorragies sous forme d'hyperdensité spontanée. Ces images montrent plusieurs hémorragies intraparenchymateuses avec effet de masse et compression ventriculaire mesurable. Les hémorragies cérébrales résultent principalement de 3 mécanismes: les traumatismes crâniens, l'hypertension artérielle non contrôlée et la rupture de malformations vasculaires comme les anévrismes. Cette image montre une hémorragie massive de l'hémisphère gauche avec important effet de masse. La compression ventriculaire et le déplacement des structures médianes nécessitent une prise en charge neurochirurgicale urgente. L'angiographie par scanner avec reconstruction tridimensionnelle permet d'identifier la cause vasculaire de l'hémorragie. Cette technique est essentielle pour détecter les anévrismes ou malformations artério-veineuses nécessitant un traitement spécifique. Le diagnostic des hémorragies cérébrales suit une démarche urgente en 3 étapes. Scanner sans injection pour le diagnostic immédiat, angiographie pour identifier la cause et prise en charge neurochirurgicale adaptée selon les résultats. Les hémorragies cérébrales constituent une urgence vitale, nécessitant un diagnostic en quelques minutes. La rapidité d'intervention conditionne directement le pronostic neurologique et vital du patient. Les tumeurs cérébrales représentent une urgence neurologique majeure, nécessitant un diagnostic rapide et précis. Elles peuvent être bénignes ou malignes, chacune présentant des caractéristiques spécifiques en imagerie. Les tumeurs cérébrales se divisent en 2 grandes catégories. Les tumeurs bénignes croissent lentement et ne métastasent pas, tandis que les tumeurs malignes sont agressives et peuvent se propager rapidement. L'IRM est l'examen de choix pour l'étude des tumeurs cérébrales. Elle offre une résolution supérieure au scanner pour les tissus mous et permet une meilleure caractérisation des lésions tumorales. Le gadolinium est un agent de contraste paramagnétique injecté par voie intraveineuse. Il permet de révéler la prise de contraste des tumeurs, qui reflète la rupture de la barrière hémato-encéphalique et la vascularisation tumorale. Examinons maintenant une IRM cérébrale montrant une tumeur.
Cette image axiale révèle une masse volumineuse dans le thalamus droit, avec un rehaussement hétérogène après injection de gadolinium. Nous observons une masse volumineuse dans le thalamus droit qui présente un rehaussement hétérogène. Cette prise de contraste irrégulière est caractéristique des tumeurs malignes. Notez également la présence d'une lésion plus petite dans l'hémisphère gauche. Les signes d'urgence à reconnaître incluent l'effet de masse, l'œdème péritumoral important, l'engagement cérébral et les signes d'hypertension intracrânienne. Ces éléments nécessitent une prise en charge immédiate. En résumé, l'IRM avec injection de gadolinium reste l'examen de référence pour le diagnostic des tumeurs cérébrales. La reconnaissance précoce des signes d'urgence permet une prise en charge rapide et améliore le pronostic du patient. Les infections cérébrales représentent des urgences neurologiques majeures, nécessitant un diagnostic rapide. Nous allons examiner les 3 principales catégories d'infections et leurs caractéristiques en imagerie. Il existe 3 types principaux d'infections cérébrales. Les méningites affectent les méninges, les encéphalites touchent le parenchyme cérébral et les abcès forment des collections purulentes localisées. En imagerie IRM, ces infections présentent des caractéristiques spécifiques. L'œdème périlésionnel, la prise de contraste et la restriction de diffusion sont des signes clés à rechercher. Voici un exemple d'abcès cérébraux multiples. Ces lésions présentent une prise de contraste en anneau caractéristique, avec un centre hypointense et un rehaussement périphérique. Cette seconde image montre des lésions infectieuses frontales bilatérales. Certaines lésions présentent une restriction de diffusion, signe d'un processus infectieux aigu avec œdème cytotoxique. Les signes d'urgence à reconnaître incluent l'effet de masse, l'œdème cérébral diffus et l'engagement des structures cérébrales. Un diagnostic rapide et un traitement précoce sont essentiels pour éviter les complications neurologiques graves. L'hydrocéphalie est une urgence neurologique caractérisée par une dilatation anormale des ventricules cérébraux. Cette condition résulte d'une accumulation excessive de liquide céphalorachidien dans le système ventriculaire. L'hydrocéphalie se définit par une dilatation anormale des ventricules cérébraux causée par une accumulation excessive de liquide céphalorachidien. Cette accumulation résulte d'un déséquilibre entre la production et la résorption du LCR, entraînant une augmentation de la pression intracrânienne. Les signes radiologiques de l'hydrocéphalie sont caractéristiques. On observe une dilatation ventriculaire importante, avec un ratio ventricule-cerveau supérieur à 0,3. Les sillons corticaux sont effacés et on peut noter un œdème périventriculaire ainsi qu'une compression du parenchyme cérébral. Sur cette image, nous pouvons clairement observer la dilatation massive des ventricules latéraux, qui apparaissent comme des espaces noirs très élargis au centre du cerveau. Il existe 2 types principaux d'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie obstructive résulte d'un blocage de la circulation du LCR, souvent causé par des tumeurs, une sténose de l'aqueduc de Sylvius ou des malformations. L'hydrocéphalie communicante est due à un défaut de résorption du LCR, fréquemment après une hémorragie méningée ou une méningite. Le pattern typique de l'hydrocéphalie montre des ventricules latéraux dilatés en forme de papillon, avec des cornes frontales particulièrement élargies. Les signes cliniques d'urgence incluent des céphalées intenses, des troubles de conscience et des vomissements en jet, nécessitant une prise en charge immédiate. Cette image illustre parfaitement le pattern en papillon caractéristique de l'hydrocéphalie, avec les ventricules latéraux dilatés formant cette silhouette distinctive. Les points clés du diagnostic d'hydrocéphalie incluent la mesure du ratio ventricule-cerveau, la recherche d'œdème périventriculaire, l'identification de la cause, l'évaluation de l'urgence clinique et la planification d'une éventuelle dérivation ventriculaire. L'hydrocéphalie est une urgence neurologique qui nécessite une reconnaissance rapide et une prise en charge immédiate pour éviter les complications neurologiques graves. Pour éviter de passer à côté d'une anomalie lors de l'examen d'image cérébrale, il est essentiel d'adopter une approche structurée et systématique. Nous allons proposer une méthode systématique en 4 étapes pour examiner les images cérébrales de manière complète et organisée. Première étape, l'examen des structures osseuses.
Il faut vérifier l'intégrité du crâne, rechercher des fractures, des déformations ou des anomalies de développement. Deuxième étape, l'analyse du parenchyme cérébral. Il faut examiner la substance grise et blanche, rechercher des lésions, des masses, des zones d'œdème ou d'ischémie. Troisième étape, l'examen des ventricules cérébraux. Il faut évaluer leur taille, leur forme, leur symétrie et rechercher des signes d'hydrocéphalie ou de compression. Quatrième étape, l'analyse des vaisseaux sanguins. Il faut examiner les artères cérébrales, rechercher des occlusions, des sténoses, des anévrismes ou des malformations vasculaires. Cette approche systématique garantit un examen complet et méthodique. En suivant ces 4 étapes dans l'ordre, vous réduisez considérablement le risque de manquer une anomalie importante. L'intelligence artificielle révolutionne l'imagerie cérébrale moderne. Les algorithmes d'IA transforment la façon dont nous analysons et interprétons les images du cerveau. Les systèmes d'IA peuvent analyser simultanément de multiples coupes cérébrales, détectant des anomalies subtiles que l'œil humain pourrait manquer. Cette capacité d'analyse massive améliore considérablement la détection précoce. La segmentation tumorale par intelligence artificielle suit un processus sophistiqué. Les réseaux de neurones convolutifs analysent les images IRM pour identifier et délimiter précisément les tumeurs cérébrales. Les réseaux de neurones artificiels s'inspirent du fonctionnement du cerveau humain. Contrairement aux neurones biologiques, les réseaux artificiels peuvent traiter des milliers d'images simultanément pour diagnostiquer des pathologies comme les infarctus, hémorragies et tumeurs. L'intelligence artificielle devient un outil précieux pour les radiologues. Elle ne remplace pas l'expertise médicale, mais l'augmente en fournissant une aide au diagnostic, en quantifiant les lésions et en améliorant la précision diagnostique globale. L'imagerie cérébrale connaît une révolution technologique sans précédent. De nouvelles innovations transforment notre capacité à visualiser et analyser le cerveau humain. La tomodensitométrie par comptage de photons représente une avancée majeure. Cette technologie révolutionnaire améliore considérablement la qualité des images tout en réduisant les doses de radiation nécessaires. L'imagerie par résonance magnétique sans hélium révolutionne également le domaine. Ces nouveaux systèmes réduisent la dépendance à l'hélium, une ressource coûteuse et limitée, tout en maintenant une qualité d'image exceptionnelle. L'intelligence artificielle transforme radicalement l'analyse des images cérébrales. Les algorithmes d'IA automatisent le traitement, améliorent la détection des anomalies et accélèrent considérablement les diagnostics. Le compressed sensing et les nouvelles techniques d'acquisition permettent de réduire drastiquement la durée des examens IRM, améliorant ainsi le confort des patients et l'efficacité des services d'imagerie. Ces innovations transformeront la pratique clinique quotidienne. L'imagerie cérébrale deviendra plus accessible, plus rapide et plus précise, permettant un diagnostic précoce et un suivi optimal des patients neurologiques. L'avenir de l'imagerie cérébrale s'annonce prometteur. Ces technologies émergentes ouvrent de nouvelles perspectives pour la compréhension et le traitement des pathologies neurologiques. L'imagerie cérébrale représente aujourd'hui un pilier fondamental de la médecine neurologique moderne. À travers ce parcours d'apprentissage, nous avons exploré les techniques essentielles qui révolutionnent notre compréhension du cerveau. L'imagerie cérébrale nous permet d'établir des diagnostics précis, de comprendre les structures cérébrales complexes et de gérer efficacement les urgences neurologiques qui peuvent mettre la vie en danger. L'IAM nous offre une vision multidimensionnelle du cerveau grâce à ses différentes séquences. Chaque séquence révèle des aspects spécifiques. La T1 pour l'anatomie, la T2 pour les pathologies inflammatoires, la FLAIR pour les lésions périventriculaires et la DBBI pour détecter l'ischémie précoce. Le scanner reste l'examen de première intention aux urgences. Sa rapidité d'acquisition permet une détection immédiate des hémorragies, une évaluation rapide des AVC, l'identification de l'œdème cérébral et le diagnostic de l'hydrocéphalie. À travers cette formation, vous avez développé 3 compétences essentielles. Une approche de lecture structurée des images cérébrales, la capacité d'établir un diagnostic différentiel entre pathologies urgentes et les outils pour une prise de décision thérapeutique rapide et adaptée.
L'impact de votre expertise en imagerie cérébrale va bien au-delà de la technique. Chaque image correctement interprétée peut littéralement sauver une vie. Votre maîtrise de ces outils diagnostiques contribue directement à l'amélioration des soins neurologiques et au bien-être de vos patients. L'imagerie cérébrale continue d'évoluer avec les avancées technologiques et l'intelligence artificielle. Votre formation vous prépare non seulement aux défis actuels, mais aussi aux innovations futures qui transformeront la neurologie de demain. Merci d'avoir suivi cette série complète sur l'imagerie cérébrale. Nous espérons sincèrement que cette formation vous a été utile et qu'elle vous a permis de développer vos compétences en diagnostic par imagerie. Pour approfondir vos connaissances, nous avons préparé de nombreuses ressources supplémentaires que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Continuez à pratiquer et à vous former. L'imagerie médicale évolue constamment et nous serons là pour vous accompagner avec de nouvelles vidéos éducatives. À très bientôt.